Bonjour, bonsoir plutôt. Je m'appelle Francis Pisani, je suis journaliste et je travaille entre autres pour Le Monde. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire intitulé Le permis tronçonneuse, une réponse aux contraintes et besoins du terrain. C'est le premier d'une série de 4 webinaires dont les résultats seront déterminants pour intensifier les collaborations et les synergies efficaces entre les acteurs de la formation, les organismes socio-professionnels et l'emploi. Ce webinaire s'adresse en priorité à tous les professionnels de la tronçonneuse ainsi qu'aux syndicats d'entrepreneurs et exploitants forestiers. Permettez-moi de vous rappeler ce que vous savez beaucoup mieux que moi, que le permis tronçonneuse est un certificat né des standards européens adoptés en raison de l'absence de certification commune à l'échelle de l'Union sur l'utilisation de la tronçonneuse, malgré la technicité requise pour son utilisation. Ce permis est présent depuis 2014 dans le paysage de la formation en France. 5300 permis ont été délivrés à ce jour. Il est indispensable que ce chiffre augmente et ce webinaire a pour but d'y contribuer. Un mot sur la méthode maintenant. Je vais demander, quand j'aurai fini mon introduction, à chacun des 3 intervenants de se présenter en quelques mots, ce qui permettra à l'auditoire de mieux situer les intervenants. Je leur donnerai ensuite la parole à tour de rôle et ils auront 10 minutes pour faire leur présentation. Chacune sera suivie de questions par les participants et je vous invite donc à les poser dans la partie de droite de l'écran que vous pouvez activer en cliquant sur « Converser » en bas. Nous aurons une dizaine de minutes à la fin pour permettre aux intervenants de se répondre s'ils en éprouvent le besoin et aux participants de poser des questions sur l'ensemble des interventions. Je me permettrai de faire des gestes affolés quand l'un des intervenants parle trop longtemps, dépasse les 10 minutes. Donc, faites un peu attention à ça. Et je viens, bonne nouvelle, de recevoir un mail annonçant une sorte de tombola. Elle permettra de désigner par tirage au sort 2 des participants. Chacun aura le droit à une formation pour présenter l'examen, ce qui devrait lui permettre d'obtenir le permis ECC1. Messieurs, les 3 intervenants, auriez-vous la gentillesse de vous présenter et nous dire brièvement vos noms, fonctions et intérêts particuliers? Commençons par Christian Salvignol. Bien, donc moi je suis à titre principal directeur d'un centre de formation forestière dans le sud-est de la France. Notre centre est très ouvert sur l'Europe depuis près de 25-30 ans maintenant et nous avons créé le réseau européen des centres de formation forestière qui s'appelle Uniforest, ce qui vous expliquera que, étant habitué aux échanges européens, on soit allé progressivement vers des réalisations communes telles que le permis tronçonneuse. Merci. Nicolas Dorange. Nicolas Dorange. Alors, je suis entrepreneur de travaux forestiers depuis une vingtaine d'années, formateur au CFPPA Ariège-Comminges depuis une quinzaine d'années, avec les formations adultes, et depuis 4 ou 5 ans, les formations permis tronçonneuse. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller passer le CC4 en Espagne, et j'ai été le premier en France à avoir ce niveau 4. Voilà. Maintenant, voilà. Très bien. Arnaud Calmès. Donc Arnaud Calmès, je suis conseiller en prévention à la MSA Midi-Pyrénées Sud depuis 15 ans. Parmi les filières que je suis, il y a la filière donc, travaux forestiers, exploitation de bois, parmi tant d'autres à la MSA. Et du fait de cette activité, je travaille régulièrement avec le CFPP Ariège-Comminges, notamment sur les questions donc, de sécurité et de conditions de travail sur les travaux forestiers. Merci beaucoup. Je passe la parole à Christian Salvignol en lui rappelant qu'il a 10 minutes. Pour tout savoir sur le permis tronçonneuse, c'est ça? Voilà. Très bien. Bon, le permis tronçonneuse est né d'une réflexion européenne
de gens qui sont impliqués dans la formation forestière et de représentants du secteur professionnel forestier. Il est apparu à l'époque, il y a un petit moment maintenant, que certains pays européens n'avaient pas de formation forestière. Et il est apparu également que pour un outil qui était le même partout, chacun dans son coin faisait sa propre formation, construisait sa propre formation avec plus ou moins de bonheur. Il est apparu également que bon nombre d'utilisateurs de tronçonneuses utilisaient cette machine sans aucune formation. Et comme c'est une machine dangereuse, il est apparu assez rapidement qu'il serait intéressant d'avoir une formation commune à tous les pays d'Europe. Et ça a été la première idée. Et on a décidé à l'époque de prendre ce qui se faisait le mieux dans chaque pays dans les pratiques de formation forestière, et en additionnant ce qu'il y avait de mieux, on est arrivé à la meilleure formation, je le dis en toute humilité, mais c'est complètement arithmétique, on est arrivé à la meilleure formation qui puisse exister en Europe, puisqu'on a pris ce qu'il y avait de mieux dans chaque pays. Et c'est comme ça qu'est né le certificat européen pour utilisateurs de tronçonneuses, ECC, c'est le certificat européen pour les utilisateurs de tronçonneuses, baptisé en France permis tronçonneuse. Une fois que cette formation a été faite, testée, ça a duré 3 ans, testée et prouvée dans plusieurs pays, on a créé une agence européenne qui est une association basée rue d'Alois à côté du Parlement européen à Bruxelles, qui s'appelle EFESC. Alors EFESC, c'est un nom barbare. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que ça veut dire. Vous regarderez sur les notices que vous allez avoir. Souvenez-vous simplement que EFESC, c'est l'agence européenne du permis tronçonneux. Et cette agence a plusieurs rôles. Son premier rôle, c'est d'accréditer des agences nationales dans les différents pays qui veulent délivrer le permis tronçonneuse. On va continuer à l'appeler comme ça. C'est ECC ou permis tronçonneuse, c'est pas. Et donc aujourd'hui, il y a 9 pays qui ont une agence nationale. Le deuxième rôle des FESC Europe, c'est de mettre à disposition de ces agences nationales des standards de formation et des standards d'évaluation qui sont le résultat d'un travail en commun, d'un travail européen. Et son rôle, c'est aussi de faire vivre ces standards et de les mettre à jour régulièrement, de les améliorer, voire d'en créer de nouveaux. Ensuite, chaque agence nationale, si vous prenez l'agence EFESC France, qui est accréditée depuis plusieurs années maintenant, cette agence nationale, son rôle, à son tour, c'est d'accréditer des centres de formation forestière en France qui seront chargés de délivrer la formation d'une part et de pratiquer l'évaluation d'autre part. Et à chaque fois avec une personne différente. La personne qui forme n'est pas la personne qui évalue, et inversement. Et cette agence nationale, elle doit mettre en œuvre le cahier des charges européen, à minima, voire le rendre encore plus exigeant, et doit garantir que tout permis qui est délivré en France, par exemple, est exactement le même, alors non seulement en France, par exemple, le permis délivré à Pamiers, c'est le même qu'un permis délivré dans le nord de la France ou délivré dans le sud-est. ECC1, ECC2, ECC3 et ECC4 sont les mêmes partout en France. Mais plus que ça, un ECC3 en France, c'est la même chose qu'un ECC3 en Espagne, par exemple, puisqu'on travaille avec nos amis espagnols, ou qu'un ECC3 délivré en Allemagne, en Belgique ou en Italie. Donc, le certificat est commun et le rôle des agences nationales, c'est de veiller à ce que la qualité du certificat soit présente et que les certificats qui sont délivrés sont réellement conformes au cahier des charges européen. Ça, c'est l'histoire de la création du permis de tronçonneuse et son fonctionnement. Les avantages. Les avantages, quand il y a une tempête, on va prendre l'exemple de la tempête Klaus, qui a été la première importante dans le sud-ouest de la France, quand des ouvriers étrangers ou des entrepreneurs étrangers se sont présentés auprès des propriétaires des Landes, comment faisaient-ils pour faire valoir leurs compétences? Donc, quand un entrepreneur arrivait avec un porte-char et un tracteur, un débusqueur ou un porteur ou une abatteuse dessus, on comprenait quelle était sa compétence. Mais quand un gars arrivait avec une tronçonneuse, est-ce qu'on était vraiment sûr qu'il était compétent pour utiliser une tronçonneuse?
Demain, avec le permis de tronçonneuse, il suffit de montrer son permis de tronçonneuse, même s'il a été passé en Allemagne, en Autriche ou ailleurs, puisque c'était les pays qui étaient là dans les Landes, on sait que la compétence est là. C'est le premier avantage. Donc, à un moment où le marché du travail en Europe est ouvert, le permis de tronçonneuse est un moyen de circuler. Avec sa carte d'identité et son permis de tronçonneuse, on est capable de faire des travaux forestiers dans n'importe quel pays d'Europe. On est reconnu pour ça. C'est un avantage incontestable. Deuxième avantage en France. Tout simplement, la question a souvent été posée, est-ce que le permis de tronçonneuse est obligatoire? En tant que tel, le permis n'est pas obligatoire. Seulement, le Code du travail, il y a une chose toute simple, c'est que quand on confie une tâche à un salarié, on doit pouvoir justifier de la compétence du salarié à effectuer cette tâche. Et c'est là que le permis de tronçonneuse, il devient obligatoire. Si on n'a pas un diplôme forestier, un diplôme officiel du ministère de l'Agriculture, il faut montrer son permis de tronçonneuse. C'est le moyen de justifier sa compétence. Donc vous voyez, il n'est pas obligatoire, mais il l'est quand même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc le permis de tronçonneuse, c'est un moyen de justifier de sa compétence. C'est aussi un moyen pour les gens qui ne sont jamais passés par la case formation, eh bien avec quelques jours de préparation, ajouté à l'expérience des gens, des candidats, avec quelques jours de préparation, on peut se faire évaluer et obtenir son permis de tronçonneuse. Donc ça permet de qualifier des gens qui travaillent en forêt depuis longtemps, mais qui n'avaient pas de certificat de qualification. Et c'est un moyen de récompenser ces gens-là, et en général, ils en sont très fiers. C'est l'expérience que nous avons. Voilà quelques exemples de l'intérêt du permis tronçonneuse. Et puis finalement, la finalité numéro 1 quand même, les gens qui ont passé le permis tronçonneuse, eh bien, sont capables de servir d'une tronçonneuse. Ça, c'est pas rien. ECC1, c'est le premier niveau, c'est tout simple. Il s'adresse à un simple propriétaire qui veut découper du bois pour s'acheminer. Mais ECC2, c'est l'abattage des arbres. ECC3, c'est l'abattage des arbres difficiles. Et ECC4, c'est l'abattage ou le traitement des bois sous tension ou en compression, ce qu'on appelle les bois tempêtes, souvent les plus difficiles et ceux pour lesquels il y a souvent des accidents gravissimes. Je crois avoir dit l'essentiel pour l'instant. Ensuite, je répondrai à vos questions si vous en avez. Alors, je ne vois pas de questions. Merci pour avoir parfaitement respecté les temps. Vous laissez de la marge. Est-ce qu'il y a des questions des participants à ce webinaire dont le micro est fermé, mais ça, c'est la règle pour que ça fonctionne bien. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur la colonne de droite en cliquant en bas de votre écran « Converser ». S'il n'y a pas encore de questions, et puisque j'ai du temps libre, je vais apporter une réponse à une question qui n'a pas été posée. Je vois à côté de moi sur mon écran Nicolas Derange. Nicolas Derange, il est formateur-évaluateur. Ça veut dire qu'il a été formé pour être accrédité formateur ECC, formateur permis tronçonneuse, et il a été formé pour être évaluateur, c'est-à-dire pour faire l'évaluation des candidats qui se présentent au permis tronçonneuse. Il a été formé. Donc ça veut dire que lui, déjà, il a une expérience professionnelle. Ensuite, il a une expérience de formateur. Et maintenant, il est accrédité permis tronçonneuse. Tout ça fait de lui une personne de qualité qui nous permet de garantir la qualité du certificat qu'il va délivrer. Moi, si vous me permettez, j'ai une question. En regardant un peu ce dont il s'agissait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui trouvaient bizarre, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la question, que le permis ne soit pas obligatoire, mais payant. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de questions qu'on doit vous poser souvent? C'est la première question. En général, les Français se plaignent qu'il y a trop d'obligations et trop de réglementations. Donc là, on ne peut pas s'en plaindre en tant que tel. Simplement, il faut savoir qu'il y a dans les tuyaux, suite à la loi forestière qui a 10 ans, il y a un décret dans les tuyaux. On met toujours beaucoup de temps à sortir les décrets en France, mais un décret qui dira que pour faire des travaux de bûcheronnage en forêt, il faudra avoir soit un CAP, soit un brevet professionnel de bûcheron, soit le permis tronçonneuse. Ça, c'est une réponse à la première question. Ensuite, pourquoi il est payant? Je vais faire 2 réponses. Les choses qui sont gratuites n'ont pas de valeur. Pour le permis tronçonneuse, il a de la valeur. Ça, c'est une réponse un petit peu humoristique, on va dire ça comme ça. Mais j'avais un voisin qui était un artiste et qui faisait des tableaux et autres sculptures. Et il me disait, si mes tableaux et mes sculptures, je les vends à 1 €, les gens vont penser que ça ne vaut pas le clou et que je ne suis pas un bon artiste. Alors, il a décidé de les vendre cher.
Donc, le permis tronçonneuse, il a une valeur. Ensuite, les centres de formation ont des dépenses quand ils organisent la formation et l'évaluation. Il faut bien que ces dépenses soient couvertes. Et qui les couvre aujourd'hui? Celui qui suit la formation. Mais on le verra plus tard, il y a des moyens de financer cette formation et l'évaluation. Merci beaucoup. Je suis un peu radical et je nous propose de nous taire jusqu'à ce que quelqu'un pose une question. Il faut poser des questions. Les webinaires sont interactifs. C'est l'intérêt de cette technologie. Alors, allez-y, posez une question, s'il vous plaît. Et vous avez là Christian Savignol qui a plein de choses à dire aux doutes que vous avez. Ne me dites pas que vous n'avez aucun doute. Ah, Merci. Ça fonctionne à nouveau. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on n'en a pas suscité. c'est que vous n'en avez pas suscité ou que les gens n'osent pas en poser. C'est en général ce qui se passe. Je n'ose pas envisager qu'ils n'écoutent pas. Ce serait quand même dramatique et on va leur retirer le permis. D'ailleurs, je vais intervenir auprès des organisateurs pour leur dire que les prix qui seront, les tirages qui seront attribués par tirage au sort à la fin ne le seront qu'à des gens qui ont participé en posant des questions. Bon. Donc, la prochaine fois, vous avez intérêt à poser des questions. Je suis bien placé pour avoir un permis gratuit. On peut, si vous voulez, on peut donner des informations. Le CCA, comment ça se passe, comment on l'obtient? Très bien. Hein, ça permet de susciter éventuellement des questions. Alors d'abord, ECC, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe partout en France. Donc si quelqu'un habite Toulouse, il va contacter notre ami Nicolas Derange ou son voisin qui se cache, Frédéric Vavasseur. Toujours là, Frédéric? Non, il est parti? Il est à côté, oui. Il est à côté, il entend, mais il dit rien. Et si quelqu'un habite le sud-est de la France, il s'adressera à nous. ECCA, un jour et demi, un jour de formation, une demi-journée d'évaluation. Un jour de formation avec une personne dans un centre de formation accrédité, pardon, ou alors une formation délocalisée s'il y a suffisamment de candidats, on peut circuler dans la région dans laquelle on est compétent. Donc, Abier, j'imagine, est capable d'aller dans tous les coins perdus de l'Ariège, puisque tous les coins sont perdus dans l'Ariège, donc Abier est capable d'aller partout en Ariège. En rivalité d'un bout de la France à l'autre. C'est pour faire réagir Frédéric est derrière, mais on n'entend toujours pas. Ils savent que je les blague avec ça régulièrement. Et donc, un jour et demi, 250 €. Et on repart avec le certificat de qualification. Et on a appris à servir du tronçonneur. Et si on est dans certains centres qui ont fait leur travail, on peut se présenter ensuite dans un concessionnaire, un magasin qui vend des équipements de protection ou des tronçonneuses, et on peut se voir consentir des réductions sur le matériel et les équipements quand on a son permis de tronçonneuse en poche. Voilà un argument péremptoire. Je vous remercie beaucoup, Christian Salvignol, et je passe la parole à Nicolas Derange. Je ne sais pas quoi rajouter sur le permis tronçonneuse. Peut-être, moi, un peu comme tout le monde, je pense au départ, quand on m'a annoncé le permis tronçonneuse, qu'il allait y avoir un permis tronçonneuse, j'ai dit qu'est-ce que c'est encore que ça? À quoi ça va servir et pourquoi? Voilà. Du coup, alors, j'ai été formé justement pour le permis tronçonneuse. J'ai appris énormément de choses. Et maintenant, c'est à moi d'apprendre ces choses à ceux que je forme. Et tous les retours que j'ai justement sur ce permis de tronçonneuse, toutes ces formations, c'est qu'à chaque fois, les gens justement viennent en se demandant ce qu'ils allaient faire ici et repartent enchantés et en ayant appris beaucoup de choses, y compris pour les professionnels. Voilà. Les professionnels sont les plus réticents au départ et au final,
eh ben, ils sont bien contents d'avoir fait cette formation. Voilà, ces formations. Pour avoir, mettons, le ECC3, le niveau 3, il faut avoir passé le niveau 1, le niveau 2, voilà, avant. Donc voilà, ça peut être là-dessus. Après, le permis tronçonneuse, eh bien, voilà, il est pareil. Qu'on aille le passer dans l'est de la France, dans le nord de la France ou en Espagne. Alors, moi, je vais parler pour l'Espagne, parce qu'on a souvent des échanges justement avec l'Espagne. Donc, les Espagnols viennent se former en France et nous, on envoie aussi des élèves se former en Espagne, se former et se faire évaluer. Voilà. Donc, une évaluation en Espagne équivaut à une évaluation en France. Voilà, c'est exactement la même chose et on essaye de faire ça. C'est pour ça qu'on a des échanges, voilà, avec les pays voisins. Puisque, si vous me permettez d'interrompre, puisque vous avez commencé en nous disant que vous aviez découvert ça, vous aviez appris beaucoup de choses pendant la formation, est-ce que vous pouvez nous rendre ça un peu plus concret et un peu plus vivant? Vous saviez beaucoup de choses et vous avez quand même décidé de faire la formation. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire que vous ne saviez pas bien faire ou moins bien faire avant? Alors, bon, moi, je suis entrepreneur de travaux forestiers depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire, voilà, bûcheron, simplement, bûcheron. Bûcheron dans les Pyrénées, donc spécialisé pour le travail en montagne, en forte pente, avec plus spécialement des gros arbres, des sapins. Voilà, donc ça, on va dire que je savais faire ça avant le permis tronçonneuse. Ce que m'a apporté ce ECC, permis tronçonneuse, eh ben alors c'est des techniques qu'on n'a pas, par exemple, dans les Pyrénées. Alors ça va être, par exemple, l'abattage de petits bois. Donc j'ai appris certaines techniques, voilà, pour abattre les arbres. J'ai appris d'autres choses aussi, par exemple, tout ce qui va être câblage des arbres. Alors connaître les ruptures des câbles, à quelle force on peut tirer sur un câble avant qu'il casse. Donc, tout ça, on a des théories un peu juste en étant bûcheron. Par contre, euh, on n'a on n'a pas vraiment de choses cadrées. Voilà. Donc ça, tout ça, le permis tronçonneuse l'apporte. Aussi beaucoup de choses, voilà, sur la sécurité. Donc, alors, on travaille toujours en sécurité ou on pense travailler en sécurité. Maintenant, le permis tronçonneuse, justement, apporte ça. Des gestes à faire, à pas faire, à surtout pas faire. Et Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? ah bah, par exemple, bon, ce que tout le monde fait, c'est tourner autour de l'arbre alors qu'il est coupé pendant qu'on le coupe, quoi. On fait l'entaille, on va passer derrière, ou alors un arbre qui a été percé à cœur et on va dire, qui tient juste avec une mortaise derrière. Bon, bah ça, il faut jamais passer derrière. Voilà, ça, le permis tronçonneuse m'a apporté ça. Par exemple aussi, quand l'arbre est en train de tomber, le chemin de repli, je prenais toujours mon chemin de repli, mais ça pouvait être en passant derrière l'arbre aussi, ou sous l'arbre. Voilà. Bon, bah ça, c'est fini. Voilà, ça, je le fais plus. Est-ce que la formation était difficile? Est-ce qu'elle est difficile? Non, 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 elle n'est pas Quelqu'un qui a de difficile. l'expérience. Voilà, alors justement, pour le niveau 1, c'est les personnes qui n'ont pas d'expérience. Par contre, pour commencer à faire le niveau 2 ou le niveau 3 ou plus, là, il faut avoir de l'expérience. Une fois qu'on a l'expérience, qu'on a le maniement de la tronçonneuse, qu'on sait comment ça fonctionne, c'est juste une remise à niveau de venir faire la formation de permis tronçonneuse. Tout ce qu'on va apprendre, pour quelqu'un d'aguerri, on va dire, c'est facile. Voilà. Maintenant, il y a des choses à faire et à pas faire, et c'est ça que le permis tronçonneuse valide. Voilà. Vous êtes aussi évaluateur. Qu'est-ce que vous avez dû suivre comme formation pour être évaluateur? Alors ben justement, c'est des échanges avec d'autres formations de permis tronçonneuse. Donc, en un premier temps, on va regarder comment forme quelqu'un qui est déjà habilité à former. Donc, on va regarder, on assiste à une formation. Et ensuite, c'est avec le nombre de formations qu'on peut devenir évaluateur. Voilà. Et vous faites ça dans plusieurs pays ou dans plusieurs régions ou... Alors oui, alors déjà en plusieurs centres de formation en France.
Donc, j'ai été à MEMAC et un petit peu dans d'autres centres de formation, voilà, pour assister et faire des formations aussi. Voilà. Et ensuite, en Espagne. Voilà. En Espagne, pour passer voilà, ce niveau 4, parce qu'il n'existait pas encore en France. Et aussi pour que les formations soient équivalentes, que ce soit voilà, que dans n'importe quel centre de formation où on va le passer. Donc, on fait des échanges entre formateurs pour voir sur quoi on évalue. Et alors justement, et je rappelle, je vois des questions qui commencent à apparaître. Je vous rappelle que vous êtes invité à poser des questions sur la colonne de droite en activant le bouton converser en bas de votre écran. Mais je reviens à vous, Nicolas d'Orange. Et comment se fait l'évaluation? Donc, vous nous avez expliqué à quoi servait et comment se faisait la formation. Vous évaluez. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous motive, enfin, quels sont les éléments les plus importants? Alors, comment ça se fait? Bon, alors ça va dépendre des niveaux passés, mais chaque évaluateur, on a un barème, on a une feuille d'évaluation avec des critères, et ces critères sont à respecter. Alors, c'est simple, c'est il fait bien ou il fait pas bien. Et ensuite, dans tous ces critères, il y a des critères plus ou moins importants. Alors, il va y avoir des critères incontournables, c'est-à-dire que si jamais il y a un critère incontournable qu'il ne fait pas bien, l'apprenant, il n'aura pas son évaluation. Ensuite, il y a des critères moins importants. Quels sont les plus importants? Quels sont les plus importants? Sur la sécurité. Sur la sécurité, alors ça va être du port des équipements de protection individuelle. Voilà, ça c'est incontournable. On ne va pas pouvoir se servir d'une tronçonneuse si on n'a pas ces équipements de sécurité. C'est-à-dire? Là, alors, c'est-à-dire les chaussures de sécurité anti-coupure, le pantalon de sécurité anti-coupure aussi. Il faut un casque avec une visière et des anti-bruits, un vêtement haute visibilité pour pouvoir travailler en forêt et des gants. Voilà. Donc ça, s'il n'a pas un de ces éléments-là, on ne le laissera pas passer son examen, voilà, par exemple. Et puisqu'il y a les questions qui apparaissent, il y en a une que vous voyez tous, j'imagine. Comment se passe une session de formation? Vous nous avez dit une journée, je crois. Alors voilà, ça Et se comment passe. ça se Voilà, passe? Est-ce que vous pouvez la détailler un petit peu? alors, on va parler par exemple, pour le niveau 1, puisqu'on commence par là. Donc, le niveau 1, on va commencer avec une session en salle, avec beaucoup de théorie. Ensuite, de théorie sur l'entretien de la tronçonneuse, les éléments de sécurité à vérifier sur la tronçonneuse. Ensuite, on va passer à l'atelier, où là, on va décortiquer la machine un peu de A à Z, voir tous ces éléments justement de sécurité qui doivent être présents sur une tronçonneuse avant de pouvoir s'en servir. Ensuite, on va faire une formation sur l'entretien de la tronçonneuse, voilà, avant de pouvoir s'en servir. Ensuite, il va y avoir sur l'affûtage, parce que forcément, pour bien se servir d'une tronçonneuse en sécurité, il faut qu'elle soit affûtée correctement. Et ensuite, il va y avoir un peu de pratique. Donc ça, on va aller passer en forêt sur pas des arbres encore à couper, mais ce qui représenterait un peu des branches avec des tensions, compressions et une initiation aussi sur ce qu'on appelle la mortaise. Voilà. Donc ça, c'est rentrer avec le bout du guide à l'intérieur du bois. Voilà, pour appréhender un peu tout ce qu'on appelle les zones de rebond, les zones dangereuses sur la tronçonneuse. Voilà. Donc ça, c'est sur la formation au niveau 1. Voilà. Ensuite? Et ensuite, le lendemain, on va passer à l'évaluation. Donc ça, c'est... Le niveau 2, après, ben oui, ok, ça va, très bien. Ah oui, alors, pour ce qui est la formation de niveau 2, donc le niveau 2, c'est sur l'abattage des arbres de petit diamètre. Donc petit diamètre, c'est les arbres dont le diamètre est inférieur à la taille du guide chaîne de la tronçonneuse. Voilà. Donc en gros, 37-38 cm. Voilà. Donc là, alors là, va y avoir une formation, c'est entièrement en forêt. Alors sur des arbres, alors on va avoir des arbres droits, des arbres penchés dans le sens de l'abattage, des arbres qui penchent à l'opposé du sens de l'abattage.
Et ensuite, on va voir à peu près entre 5 et 6 techniques différentes pour abattre ces arbres. Voilà. Le niveau 3. Alors le niveau 3, donc là, c'est les arbres de plus gros diamètre, donc les arbres qui font plus de 37 cm de diamètre. Alors là, du coup, là, il faut déjà être plus un professionnel, parce que c'est pas là où on va vraiment apprendre à abattre des gros arbres. Là, c'est plus une validation de connaissances. Donc là, on remet les choses en place sur tout ce qui est au niveau sécurité, et puis les techniques d'abattage qui doivent être déjà bien connues, quoi, maîtrisées. Donc ça va être la technique d'abattage de l'éventail, avec perçage à cœur. Là, on verra les techniques, tout ce qui est d'abattage en mortaise sur les arbres penchés et difficiles. L'abattage aussi au câble, donc avec ou un skidder ou un câble genre tire fort, hein, voilà. Donc là, après, c'est toutes les connaissances de ces arbres. On va aussi voir comment un arbre qui est encroué, c'est-à-dire qui est perché sur un autre, qui est accroché à un autre, comment le désencrouer, voilà. Donc ça, c'est d'autres techniques. Donc on va voir tout ça, voilà. Et alors, on a du mal à comprendre quand on n'est pas un spécialiste qu'il y a encore un niveau 4 par-dessus ça. Alors, qu'est-ce que vous apprenez? Et le niveau 4, alors voilà, ça va être ce qu'on appelle les arbres de tempête, les chablis, les arbres dangereux. Alors bah là, il n'y a pas vraiment de. On peut avoir tous les cas de figure. Voilà. Donc ça va être les arbres encroués les uns sur les autres, les arbres cassés en deux avec la cime accrochée encore en l'air, les arbres déracinés, les arbres dans les tempêtes, les arbres, c'est les arbres vrillés. Enfin, voilà, la tempête, tous les arbres vont être différents. Donc là, on va apprendre à couper ça en sécurité. Et alors, l'évaluation, si vous pouvez nous donner une vision générale par reprenant les quatre choses, c'est à la fois du technique et du théorique et du pratique, ou c'est Alors, pour tout ce qui est, on va dire, niveau 2, 3 et 4, ça va être de la pratique. okay. Voilà. Et donc, ça se fait en une demi-journée. Il y a encore une dernière question qui est, dois-je venir en formation avec mon équipement, EPI et tronçonneuse? Alors, bien sûr, alors, on va distinguer l'équipement, les EPI. Donc ça, on ne peut pas venir sans EPI. Voilà, pour quelque niveau que ce soit. Ensuite, pour le niveau 1, nous, on fournit les tronçonneuses s'il n'y en a pas. Par contre, c'est quand même, si l'apprenant en a une, c'est bien qu'il l'apporte, parce que comme ça, on peut vérifier si elle est en bon état de fonctionnement, si tous les organes de sécurité sont présents. Et c'est mieux d'apprendre avec sa tronçonneuse que plutôt qu'une tronçonneuse de l'école. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, je vais passer la parole à Arnaud Calmès, qui a les bras Oui. et qui nous attend. À vous, Arnaud. Oui. Alors avant de parler de la formation en elle-même, peut-être juste une tendance sur les accidents du travail en milieu agricole. Alors très rapidement, mais la tendance depuis des dizaines d'années, c'est une tendance quand même à la baisse. Donc dans tous les secteurs d'activité, il y a une baisse du nombre et de la fréquence des accidents du travail. Alors très souvent, on s'intéresse au taux de fréquence, c'est-à-dire c'est le nombre ramené au nombre d'heures travaillées. En fait, ça permet de distinguer d'un nombre brut qui pourrait s'expliquer, une diminution d'un nombre brut qui pourrait s'expliquer par une diminution du nombre de travailleurs, par exemple. Donc le taux de fréquence est un bon indicateur pour suivre les tendances. Donc tout secteur confondu du régime agricole, tendance donc à une baisse des accidents du travail. Et ce qui est également le cas pour le secteur travaux forestiers. Donc une tendance à la baisse, mais en revanche, pour mettre un bémol à cette baisse, au niveau donc, de tout le secteur d'activité, malgré cette baisse, on constate une durée moyenne d'arrêt en cas d'accident qui s'allonge. Ça veut dire moins d'accidents, mais lorsqu'ils sont avec arrêt de travail, ces arrêts sont plus longs. Donc on peut considérer donc des accidents, on va dire, plus graves, si je devais résumer. Et lorsque
il y a un taux d'incapacité qui est attribué suite à un accident. Donc ça, c'est pour les accidents avec des conséquences permanentes sur la santé. Donc lorsqu'il y a un taux qui est attribué, donc, le nombre d'accidents qui génère un taux d'incapacité est lui aussi, par contre, à la hausse. C'est-à-dire qu'en résumé, les accidents sont moins fréquents, mais les durées d'arrêt de travail sont plus longues et ils sont plus graves. Voilà. Comment vous expliquez cette évolution, à la fois la baisse des accidents et l'augmentation de la gravité? Et notamment, et comment vous le liez à l'existence du permis tronçonneuse? Alors là, je vous parle de tout secteur, notamment tout secteur confondu, pas uniquement les travaux forestiers, c'est vraiment tout secteur d'activité confondu, quoi. Alors, je dirais la baisse. La baisse, alors il y a plusieurs explications, plusieurs hypothèses plutôt. Ça fait 15 ans que je travaille à la MSA et en 15 ans, j'ai quand même vu l'évolution des mœurs, c'est-à-dire de la prise en considération quand même de la sécurité des conditions de travail. 15 ans, c'est court et c'est long à la fois, mais quand même, on perçoit que la prise en compte donc, des conditions de travail est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Très souvent, je prends l'exemple des produits phytopharmaceutiques, produits phytosanitaires. Quand j'ai commencé, c'était souvent pris, pas exclusivement, mais c'était souvent pris un peu à la dérision. C'était fréquent comme indique, oui, mon grand-père, ça fait pendant 40 ans, il a utilisé des produits chimiques, il n'a jamais rien eu. Bon. Aujourd'hui, c'est un discours qu'on peut entendre, mais c'est excessivement rare, quoi. C'est rentré dans les mœurs qu'un produit chimique a une dangerosité évidente. Donc, et ça, ça, c'est une explication et que je transpose aussi à la mécanisation, c'est-à-dire le risque machine est plus appréhendé qu'il ne l'était. Et je fais ce parallèle également avec les travaux forestiers où là aussi, la prise en compte de la sécurité, elle est bien plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Alors, aussi bien du fait de notamment la protection individuelle, qui n'est pas tout, mais aujourd'hui, tous les entrepreneurs, la quasi-totalité des entrepreneurs, c'est très rare de voir un entrepreneur qui n'est pas équipé de ces protections individuelles. Il y a 15 ans, c'était courant, quoi. Voilà. Et puis même, et au-delà de la protection individuelle, l'organisation quand même des chantiers aussi, la façon de travailler, on s'aperçoit qu'elle a évolué, quoi. Elle a évolué, alors c'est peut-être aussi en partie, alors ça c'est aussi une hypothèse, mais du fait du renouvellement aussi des générations. C'est peut-être une explication à cette évolution, quoi. Et comment est-ce que vous expliquez l'augmentation de la gravité? Donc, vous avez expliqué pourquoi on faisait plus attention, le fait qu'on fait plus attention, et pourquoi a-t-on des accidents plus graves? Alors là aussi, les accidents plus graves, je parle de tout secteur confondu, ce n'est pas spécifique. Alors, ce qui peut expliquer les accidents plus graves, c'est, alors ça va dépendre des secteurs d'activité, mais on considère quand même qu'il y a plus de mécanisation, qu'il y a de plus en plus de mécanisation et d'automatisation. Donc, ça qui a ses côtés positifs, mais également des côtés plus négatifs. C'est-à-dire qu'un accident avec une machine, il peut souvent être grave, quoi. Donc, c'est une explication qui fait que les durées d'arrêt sont plus importantes, quoi. Notamment dans les exploitations agricoles au sens large, ce qui peut expliquer aussi des arrêts plus longs, c'est la diminution de la main-d'œuvre. On peut aussi considérer que les charges de travail, elles peuvent augmenter dans certaines entreprises parce qu'il y a moins de main-d'œuvre, tout simplement, quoi. Sur une exploitation agricole familiale, il y avait toujours quelqu'un pour donner la main, les parents, les grands-parents. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, quoi. Les exploitants se retrouvent plus souvent seuls et avec des tailles d'exploitation qui ont tendance à augmenter, et en hectares, et s'ils sont éleveurs, en taille de cheptel aussi. Et notamment avec les animaux, un des facteurs, je dirais, à risque avec un animal, c'est le fait qu'il ne soit pas habitué à l'homme. Donc, moins il voit l'homme, moins il est habitué. Et dès lors qu'on a une intervention à faire
sur un animal. Souvent, lorsqu'on a une intervention à faire, c'est soit parce qu'il est blessé ou alors qu'il y a un soin, un vaccin, une prophylaxie à y faire, donc c'est-à-dire quelque chose de désagréable, voire douloureux pour lui. Eh bien, le fait qu'il soit moins habitué au contact de l'homme engendre des réactions plus vives, et avec des animaux qui font plusieurs centaines de kilos, eh bien, les accidents sont de suite relativement graves. Bon, peut-être qu'on peut revenir Oui. sur le secteur forestier. Oui. Après, alors, ce que j'entends aussi, alors, notamment, qui pourrait expliquer peut-être le fait qu'il y ait aussi des accidents plus graves, probablement aussi dans le milieu forestier, il y a deux tendances. C'est le fait qu'aussi la durée de travail s'allonge. Alors, c'est pour tous les secteurs d'activité, mais lorsqu'on est soumis à un travail pénible, eh bien, un accident lorsqu'on a plus de 60 ans eh bien, est souvent a plus de conséquences que lorsqu'on en a 20. Donc, le fait que l'allongement de la durée de travail est une des hypothèses du fait donc, de cette durée d'arrêt de travail qui augmente. Et puis aussi, ce que me disent les exploitants, c'est la façon de travailler d'aujourd'hui qui est aussi différente de celle d'hier, où tout doit aller très vite, il y a moins de considération des aléas climatiques, il y a des timings à respecter, des volumes à respecter, qu'il fasse que les chantiers soient accessibles ou pas, qu'ils soient praticables ou pas, il faut aller travailler. Les prix sont pas forcément, les marges plutôt sont moins importantes aussi qu'avant, ce qui fait que les gens travaillent probablement plus dans des conditions qui sont parfois moins bonnes et qui, de fait, génèrent fatigue et accidents. Ça, c'est le tableau général. Et alors, comment vous faites pour prévenir la multiplication de ces accidents graves comment vous faites, oui, pour réduire ces accidents? La formation est un outil pour ça, parce que les employeurs, là, je vais revenir sur l'objet de la réunion, hein, c'est le permis de tronçonneuse, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a souvent un défaut de formation parmi les salariés des entreprises. Les employeurs ont une obligation réglementaire, au-delà de la nécessité de la formation en elle-même. Chaque employeur est tenu d'organiser une formation d'accueil à la sécurité pour tous les travailleurs qu'il reçoit. Donc, c'est le code du travail, ça s'applique à toutes les entreprises. C'est ce qu'on appelle la formation générale à la sécurité, formation d'accueil à la sécurité. En plus de cette formation, on va dire, générale au poste de travail, il peut y avoir des formations complémentaires, spécifiques, par exemple la formation au premier secours ou la formation à la conduite d'engin. En plus, donc, pour compléter un peu ce qui a été dit précédemment, donc, pour les travaux forestiers, les chantiers forestiers sylvicoles, il y a 2 décrets qui listent un certain nombre de règles hygiène-sécurité qui sont à respecter sur ces chantiers-là. Et notamment, donc, qui indiquent que les employeurs sont tenus de s'assurer que les travailleurs qu'ils emploient réalisent ces travaux forestiers dans les règles de l'art. Donc, en plus de l'obligation et de la nécessité d'une formation au poste de travail, les employeurs sont aussi tenus, et ça c'est relativement récent, de s'assurer que les travailleurs sont compétents pour réaliser ces travaux. Et le permis tronçonneuse, l'intérêt que j'y vois moi en tant que conseiller en prévention de la MSA, c'est qu'il permet à un chef d'entreprise ça va l'aider à remplir ces 2 obligations réglementaires et de formation et de contrôle de connaissances. Puisque le permis tronçonneuse, la formation est cadrée. Elle est cadrée, donc il y a un cahier des charges qui est respecté.
Elle est dispensée par des formateurs qui sont aussi formés, évalués, recyclés, donc qui ont une compétence et technique et pédagogique, ce qui n'est pas forcément le cas en entreprise. Il y a une évaluation derrière, et suite à cette évaluation, lorsque le permis est obtenu, il y a un justificatif qui peut être là aussi, qui est détenu par le chef d'entreprise. Et donc le chef d'entreprise peut justifier également donc, que les salariés ont obtenu et formation et contrôle de connaissances. Et ça, c'est relativement, je trouve que c'est relativement confortable pour un chef d'entreprise parce que tous les chefs d'entreprise ne sont pas compétents pour former leurs salariés aux travaux forestiers, ni pour évaluer leurs compétences. Alors, lorsque ce sont des bûcherons eux-mêmes, c'est probablement plus facile, mais ce permis tronçonneuse, il est intéressant au-delà des travaux forestiers, mais il est intéressant dans les entreprises du paysage, où il y a des utilisateurs de tronçonneuses, et il est également intéressant dans les entreprises agricoles, où là aussi, la tronçonneuse est régulièrement utilisée. Et où là, les gens sont vraiment, sont rarement compétents pour former et évaluer la compétence des salariés. Et puis, je vois un autre intérêt en plus donc, à ce permis, c'est qu'il est un peu comme un CACES, c'est-à-dire comme un certificat d'aptitude à la conduite d'engin, mais il suit le salarié. C'est-à-dire qu'une formation interne, si vous changez d'entreprise, votre futur employeur est tenu de faire la même chose, quoi. Le permis tronçonneuse, il suit le salarié. Et c'est quand même sécurisant aussi pour un employeur de savoir qu'il va recruter quelqu'un qui a cette compétence, alors s'il n'a pas un diplôme, mais qui a cette compétence reconnue. Merci beaucoup. On voit une question qui vient. Puis-je disposer d'une aide financière pour passer le permis de tronçonneuse? Demande quelqu'un en passant par Marguerite. Alors, je suppose que c'est une aide financière de la MSA. Sinon, on ne me poserait pas la question. Oui, allons-y pour ça. Ouais. Alors, je ne peux pas vous répondre parce que je ne vous dirai pas non ni oui, mais je vous répondrai juste qu'il y a 35 caisses de MSA en France et que ça, c'est le genre de décision qui est propre à chaque caisse. Donc, dans certaines caisses de MSA peuvent le proposer et d'autres pas, quoi. Donc, il faut se rapprocher du service prévention de votre MSA pour en avoir la réponse. Mais au-delà de la MSA, je suppose que les fonds de formation peuvent participer à la prise en charge de ces formations. Oui, absolument. Les salariés d'entreprise peuvent avoir la formation payée au titre du plan de formation. Et bientôt, le permis tronçonneuse sera inscrit au registre spécifique qui permettra à de simples particuliers de le financer avec leur compte personnel de formation. Vous voyez les 500 € qu'on peut dépenser chaque année. Je ne vois pas. Merci beaucoup pour les réponses, dit-on. C'est encourageant. Je vous propose, messieurs, de conclure. On s'approche de la fin. S'il y a des questions, d'abord, qui s'adressent à l'un ou à l'autre, on a encore le temps de les prendre en compte. Et sinon, on peut essayer un dernier message que vous auriez à communiquer aux participants à la lumière de tout ce qui a été dit par vous et par les autres. On va commencer par Christian Salvignol, comme dans le même ordre que tout à l'heure. Alors, moi, je voudrais déjà reprendre ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure, qui était très important. Le permis tronçonneuse concerne tous les utilisateurs de tronçonneuses. Et il a commencé à faire une liste qui est longue, mais on a aussi les gens qui travaillent le long des voies ferrées, les gens qui travaillent le long des routes, on a les maçons, les charpentiers qui utilisent une tronçonneuse. La liste est très longue. Et plus on est utilisateur occasionnel, plus on a besoin d'être formé, parce qu'un formateur occasionnel utilise sa tronçonneuse très rarement. Quand il va l'utiliser, on a beaucoup de craintes qu'il l'utilise très mal. J'oubliais aussi
une corporation très importante sont les pompiers, qui eux sont souvent très exposés aux arbres les plus difficiles, c'est-à-dire les arbres qui viennent tomber en travers d'une route, et qui sont sous tension et qui nécessitent un ECC4 alors qu'ils n'ont même pas le CCA et qu'ils ont une tenue de pompier en général quand ils utilisent la tronçonneuse. Donc les utilisateurs de tronçonneuses sont nombreux et l'ECC concerne tous ces gens-là. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que depuis que le permis de tronçonneuse est introduit en France, sa progression est considérable, puisqu'on a plus de 5300 titulaires du permis, plus 5300 permis qui ont été délivrés, pardon, et on a été freiné à cause de la Covid, qui a ralenti la progression ces derniers mois, mais dès qu'on pourra à nouveau circuler librement sur notre territoire, le permis de tronçonneuse devrait repartir en flèche. Nicolas? Alors, je ne sais pas, pour finir, de ce que je forme, moi je forme beaucoup voilà, de niveau 1, de niveau 2, et j'ai formé beaucoup au départ des chefs d'équipe, de petites entreprises, d'entreprises de réinsertion, voilà. Et maintenant, ces chefs d'équipe nous envoient leurs salariés. Voilà. Donc, c'est qu'ils ont été contents de leur formation et maintenant, ils veulent former ceux avec qui ils travaillent. Voilà. Donc, c'est que ça doit marcher. Voilà. Arnaud? Je dirais qu'au-delà donc de l'utilisation de la machine, cette formation, elle est intéressante, mais aussi par tout ce qu'on apprend sur l'organisation des chantiers. C'est comment on organise un chantier, comment on gère la coactivité, c'est-à-dire plusieurs opérateurs sur un même chantier. Comment on analyse un arbre avant de démarrer la tronçonneuse. C'est que non seulement l'outil en lui-même est un outil qui nécessite une compétence parce qu'il est excessivement dangereux. Il suffit de regarder la presse locale chaque année pour s'apercevoir qu'il y a énormément d'accidents et notamment de particuliers. Quasiment tout le monde a une tronçonneuse dans son garage, donc c'est un produit couramment utilisé, excessivement dangereux et dont les gens sont rarement compétents pour l'utiliser en sécurité. Donc on sait que c'est un... Pardon. Oui. Est-ce que vous avez une idée du nombre de tronçonneuses qu'il y a vendues en France? Un ordre de grandeur? Alors, moi, absolument pas. Je laisse la parole à mes collègues, peut-être. Parce que ce ne sont pas les professionnels qui font le plus gros nombre de tronçonneuses. Les vendeurs de machines disent que le marché des particuliers et ensuite les activités associées, jardinage, etc., sont des activités qui sont très, très commerciales pour eux. Ce ne sont pas les forestiers qui consomment le plus de tronçonneuses, qui achètent le plus de tronçonneuses en France. On représente 20%, je crois, du marché et 80% pour les particuliers. Voilà. Et donc 5300 permis, ce n'est pas beaucoup. Les 5300 permis qui ont été déjà attribués. Ce n'est pas beaucoup au niveau de la France. Non, mais ça progresse et parmi les pays européens, on fait partie de ceux qui fonctionnent bien. Très bien, bravo. Il y a une chose que je n'ai pas très bien comprise et qui est l'impact sur l'emploi. Vous avez mentionné épisodiquement tous les trois les avantages, mais comment ça intervient sur l'emploi qui était un des sujets évoqués au départ dans la présentation? Comment ça contribue? Je peux dire deux mots. Alors, l'emploi en Europe, je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de circuler dans tous les pays européens et de faire valoir sa compétence dans tous les pays qui connaissent et qui pratiquent le permis de tronçonneuse. Qui ne le pratiquent pas d'ailleurs, mais qui peuvent le connaître. Ensuite, dans les entreprises, ça permet, pour ceux qui n'étaient pas passés par la classe formation, ça permet de certifier, c'est-à-dire de reconnaître la qualification des gens qui travaillent en utilisant une tronçonneuse, pas simplement les forestiers. Et donc, ces gens-là, une fois qu'ils ont le permis de tronçonneuse, ça a été dit tout à l'heure par Nicolas, je crois, le permis leur appartient. Et donc, ils peuvent le faire valoir quand ils se présenteront dans toute entreprise où ils devront travailler et utiliser une tronçonneuse. Et de ce point de vue-là, c'est un facteur qui favorise l'emploi. Je pense que cela des arguments.
Et si j'ai rassurant pour les employeurs. et si j'ai bien compris ce que Arnaud disait, ça peut tranquilliser les employeurs de donner des emplois à des gens qui ont ce permis. Écoutez, nous arrivons à la fin. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions extrêmement claires et illustratives. Je viens de recevoir le résultat du tirage au sort de 2 personnes qui auront donc le droit à une formation pour présenter l'examen, leur permettant d'obtenir le permis ECC1. Il s'agit de Amandine Founot et de Nicolas Tabert. Bravo pour Amandine et bravo pour Nicolas, mais la prochaine fois, on va voir si on le donne à des gens qui ne posent pas de questions. Amandine et Nicolas sont dans quelle région? Je n'ai aucune information sur ce sujet-là. S'ils ne savent pas parler, ils ne pourront pas passer le permis tronçonneuse. Voilà, très bien. Et c'est Christian Salvignol qui le dit. Ah, c'est les évaluateurs qui le diront. Merci Christian, merci Nicolas, merci Arnaud. Ah, ils sont dans l'Ariège, semble-t-il. Alors, Amandine est dans l'Ariège et Nicolas, il est à Toulouse. Nicolas qui va parler. Voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Nous nous retrouvons, enfin, pas les intervenants, mais les participants, nous nous retrouvons dans 2 jours. Merci à vous. Bonne soirée. Et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.